parler de l'armée française, de la politique, de nos politiques sur le plan de cette armée, de cette vision militaire de la France, comment on peut défendre nos intérêts à travers le monde, en Europe, parce que ça bouge. Et nous le disons dans toutes nos émissions, on le voit, le monde est en train de changer. Indiscutablement, beaucoup de choses vont se passer. Il y a le problème de l'opposition, l'antagonisme, je dirais, entre la Chine et les États-Unis. Comme nous venons de le vivre, malheureusement, l'Afrique, qui était un peu notre chasse gardée, avec nos troupes prépositionnées dans un certain nombre de pays d'Afrique, avec le fait qu'on avait une armée conçue pour intervenir dans ce type de combat. Donc ça change un certain nombre de choses. Bon, on voit aussi, avec ce qui s'est passé durant la guerre en Ukraine, depuis le début de cette guerre, on voit que beaucoup de choses ont été changées au niveau militaire. J'avais dit, moi, à l'époque, on avait dans une émission, on avait faite, je crois qu'il y a presque 2 ans maintenant, j'avais justement dit que moi, je comparais la guerre en Ukraine à la guerre qu'on avait connue l'Espagne avant la Deuxième Guerre mondiale, où chacun avait testé son matériel. Oui, la guerre civile espagnole. La guerre civile espagnole avait permis pour les Allemands d'un côté, ils avaient testé tout ce qui allait servir ensuite, mais du côté des Occidentaux, des Européens, Anglais, Français et Américains, ça avait servi aussi de l'autre côté. Donc on voit, des deux côtés, en définitive, tout le monde testait beaucoup de choses. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? C'est pareil. En définitive, si on regarde, on va en reparler, mais la guerre en Ukraine a montré que la guerre moderne s'appuyait sur une chose qu'on avait un peu oubliée, c'est l'artillerie. Les Russes ont montré la puissance de l'artillerie, qui est le moyen en définitive on matraque tellement ce qu'on a en face, que évidemment les troupes cèdent de l'autre côté, ou en tout cas on peut progresser en ayant moins de pertes grâce à l'artillerie, mais il faut une artillerie très mobile, parce que maintenant les tirs de contre-batterie, vous savez que dès qu'un canon tire maintenant, l'obus est encore en l'air, il y a déjà les tirs de contre-batterie qui arrivent sur l'endroit donc il faut aller très vite. On a vu aussi les chars mis en difficulté majeure, alors que depuis toujours, je dirais depuis 40 et l'attaque de Guderian franchissant là en Belgique et non pas sur la ligne Maginot, franchissant la frontière et fonçant vers Bordeaux, on a vu la puissance des chars. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? C'est que les chars, il y a eu des pertes colossales au niveau du nombre de chars là-bas, et des pertes dues à des engins, les drones en particulier, qui coûtent rien, absolument rien par rapport à un char. Donc, je dirais, le rapport coût-efficacité des chars aujourd'hui est remis en cause. Alors autant les batteries, les canons, l'artillerie, elle, ont repris. Par contre, on voit bien que le problème des chars se pose, à tel point d'ailleurs que j'ai noté que les Américains qui avaient envoyé leur char le plus moderne, le char Abrams, le dernier des Abrams, magnifique bête, je dirais blindée, après quelques secousses sérieuses, pour ne pas dire perte de leur char, ils ont retiré complètement les chars. Ils ont dit non, on veut pas donner l'image d'un pays qui fait détruire ses chars trop facilement, ils les ont enlevés. Donc on voit bien, le problème du char est un problème qui se pose maintenant sérieusement. Et les drones aujourd'hui, là on le voit, les drones sont devenus un outil extraordinaire, puisque au niveau de toutes les sections, chez les Ukrainiens, mais chez les Russes aussi, au niveau de toutes les sections, partout maintenant il y a des drones, et des drones qui ont chacun des rôles spécifiques. Depuis le petit drone qui va survoler la tranchée d'en face et laisser tomber une charge explosive, ou descendre avec sa charge explosive, évidemment faire des dégâts, le petit drone qui sert de repérage pour l'artillerie, pour aller tirer sur les gens d'en face ou les chars d'en face, le petit drone simplement qui permet à la section de savoir ce qu'il y a en face à 50 mètres ou à 100 mètres parce qu'eux, ils ne peuvent pas le voir. Enfin bref, les drones de tir à haute distance et de surveillance de longue durée. Enfin, on voit que le monde des drones a envahi le monde du combat. Et sur le problème de l'aérien, on voit aussi que les Ukrainiens n'avaient pratiquement pas d'aviation, ou du moins
de chasseurs capables de combattre véritablement. Bon, et que les Russes, par contre, du fait de la menace des missiles antiaériens, ont tiré depuis la Russie, où pratiquement ils n'allaient pas, enfin les avions n'allaient pratiquement pas sur le terrain proprement dit, ce qui montre aussi qu'il faut repenser le concept de l'aviation quand on se trouve avec des défenses antiaériennes sérieuses. Donc, cette guerre a complètement bouleversé, c'est moins qu'on puisse dire, la situation. Et on doit se reposer la question, pour la guerre du futur, la guerre intense du futur, qu'est-ce qu'il nous faut véritablement pour être performant ? J'ajouterais que dans cette guerre du futur, il faut des fantassins. Bon, il faut des aviateurs, il faut des marins, mais pour les fantassins, on s'aperçoit que c'est de plus en plus difficile, il faut bien le dire, de mobiliser la jeunesse. Il y a certes une partie qui est volontaire pour aller faire la guerre, volontaire plus ou moins, mais qui l'a fait, et qui, pour les Ukrainiens, l'a fait bien. Mais il y a aussi toute une partie de la jeunesse, on l'a vu en Ukraine, on l'a vu également en Russie, qui ne veut pas faire la guerre et qui déserte. On en reparlera avec la division Anne de Kiev, la brigade Anne de Kiev. Bon, donc là encore, ça veut dire que dans le futur, on ne peut plus avoir un élan. Il faut se savoir qu'on n'aura jamais plus un élan collectif comme on a connu dans nos guerres comme 39-45 ou 14-18, où la population entière se mobilisait. C'est fini. Alors, Anne de Kiev, l'État français décide pour aider les Ukrainiens, ce qui est tout à fait louable, bien sûr, on dit, ces pauvres gars, ils se battent, ils n'ont pas les moyens de s'entraîner dans leur pays, on va les aider, on va les former. Ok. On prend donc, je crois qu'ils étaient 1700, je crois, en France, sur 3200 que forme la brigade. Bon, on les fait venir en France, on va les entraîner, les former. Question. La France a-t-elle des drones ? Réponse, non, on le sait bien, on n'en a pas, nous. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes une section ou une compagnie de combat en Ukraine ? Vous utilisez en priorité les drones. Comment on a fait pour former les gens à l'utilisation de drones qui sont essentiels dans la guerre en Ukraine alors qu'on n'en a pas ? On leur a donné une formation pour utiliser les armes qu'on leur a données, comme les fameux canons César, les 18 canons César qui leur ont été donnés, pour utiliser les véhicules blindés, un certain nombre de choses. Mais on ne leur a fait qu'une formation partielle parce que on n'avait pas une partie des éléments qui sont fondamentaux dans la guerre en Ukraine. C'est pour ça quand on dit nous sommes là pour les former, pour être performants et tout, non. On leur a donné des outils, on leur a appris à servir des outils, mais arrêtons de faire des cocoricots. Et d'ailleurs la preuve en est, c'est qu'ensuite quand ils ont été envoyés là-bas et qu'ils se sont trouvés dans les vraies conditions de guerre, sur les lignes de front, dans leur unité ou ailleurs, le taux de désertion a été abyssal. Indiscutablement, il y a eu un volume de désertion considérable. Donc, il faut se poser des questions, pas seulement pour se dire en France, devant un cas comme ça, on aura autant de désertion, parce que c'est probable ou c'est possible, mais c'est pas ça. Est-ce que nous sommes sérieux lorsqu'on dit qu'on va les préparer à faire la guerre alors qu'il nous manque une partie des éléments de la guerre ? Et j'ajouterais